Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. C'est un beau mercredi et un beau mercredi pour neutraliser une plateforme pétrolière et gazière russe en mer Noire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la plateforme de forage pétrolier et gazier Sivash en mer Noire, qui rapporte de l'argent à la machine de guerre russe. C'est comme ça. L'argent du pétrole et du gaz sert toujours à fabriquer des chars, des missiles et des fourgonnettes Bukhanka. Eh bien, je vous présente une vidéo du drone ukrainien Firepoint FB2 qui frappe la plateforme, l'endommage et prive la machine de guerre russe de ses revenus. Boum! C'est comme ça qu'on fait. Un deuxième drone a également été envoyé après le premier et on peut déjà voir l'explosion du premier. Le deuxième le percute, puis on a une vue depuis le drone de reconnaissance qui observe la scène de loin. On peut clairement voir le feu et la fumée. Nous ne connaissons pas l'étendue des dégâts, mais sur ce genre de plateforme où toute la technologie, la tuyauterie et le câblage sont très rapprochés, n'importe quelle explosion cause beaucoup de dégâts. Maintenant, cette attaque contre la plateforme pétrolière de la mer Noire fait partie de la plus grande attaque qui a eu lieu dans la nuit du 6 avril, où l'Ukraine a envoyé de nombreux drones à Novorossiysk, qui est aussi un port russe. Nous devons parler d'un centre d'exportation de pétrole et de gaz sur la mer Noire. Nous avons beaucoup de vidéos à ce sujet, beaucoup de photos. Un navire militaire a également été touché. Nous allons tout regarder. Mais d'abord, un résumé pour vous. Plusieurs drones kamikazes ukrainiens à longue portée viennent de frapper le port de Novorossiysk en Russie. Le port de Novorossiysk exporte entre 700 000 et 750 000 barils de pétrole par jour, soit environ 16% de l'ensemble des exportations de pétrole russe. Environ 40% du pétrole brut russe transporté par voie maritime passe par Outch-Plouga et Primorsk dans la mer Baltique, qui ont également été attaqués par des drones ukrainiens. Donc si vous additionnez les pourcentages, l'Ukraine a la capacité de frapper et d'endommager bien plus de la moitié des exportations de pétrole de la Russie. C'est formidable. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous avant de vous lire le nom exact du navire touché. Je veux juste regarder la vidéo sans aucune information, car elle est magnifique, et on ne voit pas souvent des drones ukrainiens frapper des navires militaires russes. Regardez-moi ça. C'est un porte-missile de croisière, l'amiral Makarov. Et ce navire a tiré des missiles de croisière sur des villes ukrainiennes, ce qui a causé des victimes civiles. Donc c'est clairement une vengeance, clairement une revanche. Ici, c'est le port de Novorossiysk. C'était un missile de défense anti-aérienne qui n'a servi à rien puisqu'il a juste été tiré en l'air et il a disparu. Je suppose qu'il a atterri. On va regarder une vidéo plus tard. Il se pourrait qu'il soit tombé quelque part dans les immeubles résidentiels, ce qui est vraiment grave. Des missiles de défense anti-aérienne russes qui finissent dans des immeubles d'habitation russes. Ils sont censés défendre contre les drones ukrainiens, mais ce sont eux qui attaquent les civils. Vraiment grave. Et voici l'amiral Makarov. Si je ne me trompe pas, cela devrait être une frégate. Et le premier impact touche directement l'avant du navire, ici, là où se trouvent les lanceurs de missiles de croisière. Il y a eu 2 impacts d'ailleurs sur ce navire. Si vous vous demandez, regardez, on voit ces vidéos des FB1 5.1 et 5.2, ces drones à voilure fixe qui foncent sur une cible. On regarde toujours la vidéo du drone qui filme, puis la transmission s'arrête. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble de côté, je vous présente un soldat russe qui filme ça pour nous. Ceci est un drone kamikaze à voilure fixe Firepoint. Et voilà à quoi ça ressemble. Badaboum. Aussi simple que ça, et aussi beau que ça, c'est magnifique. Et vous pouvez voir à quel point ce drone embarque une puissance de feu impressionnante. Ce n'est pas un gros drone, mais il frappe fort. Tu te souviens du missile de défense aérienne qui est parti droit dans le ciel ? Eh bien, apparemment, après être monté dans les airs, il a tourné quelque part et s'est retrouvé dans une petite panelka. Confortable, une Prejnevka, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, il a atterri. Je veux dire, c'est l'œuvre de l'un des missiles de défense anti-aérienne russes. Au lieu de défendre, il attaque les panelkas civils, les habitants. Vraiment lamentable. Que fait la défense anti-aérienne russe ? Voici une autre vidéo où l'on voit simplement le ciel s'illuminer, et il s'agit en réalité de 2 missiles de défense anti-aérienne russes qui ont manifestement frappé un immeuble résidentiel. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive encore. C'est toujours pareil.
La défense anti-aérienne russe tombe toujours sur des Panielka. D'ailleurs, nous avons déjà des images satellites du lendemain matin, donc nous connaissons à peu près les dégâts, l'étendue des dégâts. Voici une image satellite. Le lendemain matin, vous pouvez voir une nappe de pétrole, ou plus probablement une fuite de carburant provenant de l'amiral Makarov, la frégate. Et ça continue encore et encore, vous pouvez suivre la trace. Eh bien, un navire qui n'est pas endommagé ne fuit pas. Donc évidemment, ces deux frappes sur cette frégate ont causé des dégâts assez sérieux et elle fuit. Elle n'ira nulle part de sitôt. Regardons un autre ensemble d'images satellites. Voici l'amiral Makarov. Vous pouvez voir un impact juste à l'avant du navire, à côté des lanceurs de missiles de croisière. Un autre impact sur la coque, et c'est ici que la fuite est évidente. Mais il y a aussi des dégâts. Voici la nappe de pétrole que vous pouvez voir. Mais il y a aussi des dégâts sur les quais. Oui, les dégâts sur le quai sont juste à côté. Un des drones, je pense, a atterri avant le navire et a juste endommagé le quai. Et pour être encore plus précis, voici à nouveau la photo avec la nappe de pétrole. Et vous pouvez voir deux endroits où il a été touché. L'un directement sur la proue et l'autre presque au milieu de la coque. Et c'est là que ça fuit. Alors comment le ministère russe de la Défense a-t-il réagi ? Eh bien c'est embarrassant à deux niveaux. Tout d'abord, le fait que les Ukrainiens soient capables de frapper la flotte russe de la mer Noire alors qu'elle est au port, et cela se produit déjà depuis des années. La flotte russe de la mer Noire est désormais inutile. Ils ne peuvent tant plus remplir leurs fonctions car ils sont attaqués à chaque sortie en mer, et même dans les ports. La deuxième humiliation, c'est que leur propre système de défense anti-aérienne frappe des civils. C'est vraiment grave. Un échec lamentable. Mais ils essaient de retourner la situation et je vais vous lire les annonces officielles du ministère russe de la Défense. Dans la nuit du 6 avril, Kiev a attaqué les installations du complexe de transbordement à Novorossiysk avec des drones afin de déstabiliser le marché mondial des hydrocarbures. C'est ce qu'a rapporté le ministère russe de la Défense. Ils veulent maintenant faire croire que l'Ukraine cherche à déstabiliser le marché. Pour les Ukrainiens, plus le prix du pétrole et du gaz baisse, mieux c'est, car c'est ainsi que la Russie gagne de l'argent. Donc dans l'intérêt de l'Ukraine, il s'agit de la stabilisation et non de la déstabilisation des marchés. Kiev a attaqué des installations pour causer un maximum de dégâts à ses plus grands actionnaires, des entreprises des États-Unis et du Kazakhstan. Ils prétendent que l'Ukraine n'a pas attaqué la Russie, mais les intérêts des États-Unis et du Kazakhstan. Mes amis, juste pour conclure le sujet précédent, j'aimerais dire que ceci est une vraie photo, mais la vraie photo, ce sont les explosions. Tout le reste est ajouté, mais mes amis, ça a l'air tellement naturel. Regardez ça, l'édition Star Wars, une de mes préférées. Bien sûr, il y a la célébration du Nouvel An. Au fait, si vous ne le saviez pas, c'est Novorossiysk. Les drones la font exploser. Et si vous ajoutez encore un petit quelque chose, ça a l'air génial. Des chats volants. Bien sûr, Poudano avec les yeux qui tirent d'un des lasers. Parfait. Chacune de ces images, tu la prends et tu l'accroches au mur. C'est génial. Dans la vidéo précédente, j'ai rapporté que Volgobalt, qui est le nom du navire russe transportant des céréales sur la mer d'Azov, transportait du grain ukrainien volé lorsqu'il a coulé. Et l'équipage s'est monté dans le canot de sauvetage et a accosté près de Kherson occupé. Eh bien maintenant, nous venons tout juste de recevoir une vidéo du Volgobalt en train de brûler avant de couler. Et voici la vidéo. Voilà ce qui arrive quand on vole le grain ukrainien. Ne faites pas ça, c'est vraiment mauvais pour vos navires. Ils ont tendance à prendre feu spontanément. Peut-être que quelqu'un fume sans faire assez attention. Qui sait ? Mais voilà. Le résultat, il brûle. Et maintenant, il est au fond de la mer. Ouais, transformé en récif de corail, transformé en sous-marin, et tous ces poissons, eux, ils peuvent manger ce grain. Eh bien, il vaut mieux que le grain nourrisse les poissons plutôt que d'être volé par les Russes. Maintenant, lisons des Russes caleux qui discutent entre eux sur Telegram. Comment les Ukrainiens arrivent-ils à faire ce genre de frappe en profondeur avec des drones ? Ou aussi sur la ligne de front, comment arrivent-ils à frapper la logistique russe ? Les fourgons Bukhanka à 80 km de la zone grise. Que se passe-t-il ? Mais l'archange des forces spéciales, c'est le nom du commentateur, dit que les forces armées ukrainiennes sont devenues plus dangereuses. C'est un fait. J'adore quand les Russes découvrent ça, comme quoi l'armée ukrainienne est devenue une armée incroyablement puissante dans le monde entier, et j'adore ça.
Mais les Russes disent « Vous avez vu comme ils sont forts maintenant ?» Alors qu'ils en sont eux-mêmes la cause, ils ont été la pression extérieure qui a poussé les Ukrainiens à développer l'une des plus grandes armées du monde. Alexandre Garchenko écrit à propos de ce qui est vraiment une tendance bien établie. Les drones ukrainiens ont commencé à cibler de plus en plus les zones arrières à une distance de plus de 40 km, ce qui n'avait pas été observé auparavant à une telle échelle. On observe de plus en plus de munitions rôdeuses à des distances allant jusqu'à 100 km de la ligne de front. Cela indique au minimum que les drones sont devenus plus puissants et que leur nombre permet de les utiliser à plus grande échelle, sans causer de dégâts sur le front. Il veut dire que les Ukrainiens sont capables de se concentrer sur l'arrière sans retirer les drones des zones de combat, ce qui est vraiment douloureux pour les Russes. Et je continue à vous lire tout ça parce que c'est comme un déclic pour n'importe quel Russe qui découvre soudainement cela. Les Ukrainiens ont en fait une armée puissante, ils savent ce qu'ils font et ils sont vraiment doués pour la guerre. Pour le dire franchement, vous savez, à jouer avec le feu, on finit par se brûler. C'est exactement ce que la Russie a fait lorsqu'elle a envahi l'Ukraine, et maintenant ses centres d'exportation de pétrole sont endommagés ou détruits. Prenons Oust-Louga ou Primorsk, nous avons tous vu ces 4 séries de frappes de drones ukrainiennes contre eux. Depuis que Trump a levé les sanctions pétrolières contre les trôneurs contre la Russie, l'Ukraine a lancé 4 vagues d'attaques pour s'assurer que la Russie ne puisse pas gagner d'argent supplémentaire, car Trump a fait ce cadeau à Poutine en levant les sanctions. Oust-Louga et Primorsk étaient les principales cibles de cela, puisque 40% du pétrole brut russe transporté par mer passe par ces ports. Maintenant, nous avons les chiffres exacts de l'ampleur des dégâts causés par ces 4 vagues de drones à la machine à cache russe. Aussi, je dois vous rappeler que lors de ces 4 séries d'attaques, quelques drones ont atterri en Finlande, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. C'était à cause du brouillage électronique russe, et c'était un accident. Les profits exceptionnels de Moscou issus de la guerre en Iran restent élevés, puisque le Brent se négocie à plus de 100 $ le baril, mais les attaques contre les 2 grands sites d'exportation russes en mer Baltique pourraient réduire la manne du Kremlin. 5 attaques contre Primorsk et Oust-Louga, depuis le début de la semaine dernière, ont coûté aux exportateurs d'énergie russes environ 970 millions de dollars de revenus sur la semaine se terminant le 29 mars. Selon le responsable des études sur l'énergie et le climat à l'école d'économie de Kiev, Poutitonov, Primorsk et Oust-Louga représentent plus de 40% de la capacité d'exportation maritime de pétrole brut de la Russie. À Primorsk seulement, les attaques ont brûlé pour 200 millions de dollars de pétrole. Donc c'est le pétrole qui se trouvait dans les oléoducs et dans les dépôts de carburant. Cela a brûlé une grande partie des dépôts, des silos ont brûlé là-bas. 200 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, et le reste des dégâts sur les infrastructures, plus de 700 millions supplémentaires, ça fait presque 1 milliard de dollars de dégâts. C'est un chiffre impressionnant. Et je suppose que les drones que l'Ukraine a envoyés, 4 vagues en tout, je dirais quelques centaines d'entre eux. Vous pouvez faire le calcul, mais c'est le retour sur investissement ou le retour sur actif. Est-ce que Gazillion est hors de ce monde, hors de cet univers, si vous mettez ces chiffres côte à côte ? En parlant des frappes de drones, on en arrive maintenant à quelque chose de récent, en fait à ce soir. Comme dans la nuit du 7 avril, des drones ukrainiens ont attaqué une usine chimique russe, Mudobrenia, dans la ville de Rozoz, dans la région de Voronej. Voici à quoi ressemble l'usine. Et sans regarder ces photos, parfois on voit juste des éclairs illuminer le ciel nocturne pendant un instant ou la boule de feu. Mais je vous ai déjà montré les raffineries auparavant. Ce ne sont pas des usines ou des installations comme je les imaginerais. Avec 1 ou 2 bâtiments comme une usine, ce sont des villes. Les villes russes, souvent issues de l'époque soviétique, sont construites autour de l'industrie lourde. Ou bien l'industrie lourde a été créée, puis la ville s'est formée. Donc ces usines sont énormes, incroyablement grandes, et elles sont entremêlées avec les villes à côté d'elles. Ce sont des villes-usines. Regardez celle-ci. C'est une usine chimique. Pouvez-vous deviner combien de drones il faudrait pour la mettre complètement hors service ? Eh bien, est-ce possible de la mettre hors service avec 1 ou 2 drones ? Il faut savoir exactement où les envoyer pour toucher le cœur de cette usine, ce que je ne saurais même pas faire. Même si je détruisais un tuyau ici, l'usine fonctionnerait encore car j'aurais visé les mauvais. Donc les Ukrainiens doivent savoir exactement où envoyer ce drone avec une précision extrême. Ils ont besoin d'un spécialiste des usines chimiques connaissant leurs éléments, leur production, leur fonctionnement et les cibles à viser.
Où se trouve le moteur, le cœur de l'usine? Comme ils ne peuvent pas envoyer des milliers de drones pour tout raser, comme le font parfois les Russes, ils doivent agir avec une précision chirurgicale. Ils envoient quelques drones précisément vers le moteur de l'usine. Mais dans ce cas, ils ont atterri dans un entrepôt de produits finis de l'usine chimique russe. Et ici, nous avons une vidéo prise en passant du feu. Mais cela aussi, comme ce dont je viens de parler, répond aux questions de savoir pourquoi les Ukrainiens frappent les mêmes usines année après année et pourquoi certaines usines russes ont subi 10 vagues d'attaques et fonctionnent toujours. Il faut dégrader leur capacité, comme attaquer un élément de l'usine, l'enlever, mais elle continue de fonctionner à capacité réduite. Ensuite, il faut une autre vague d'attaque. Il est très difficile de mettre une usine hors service en une frappe. Il faudrait la raser ou la bombarder massivement. Ça, l'Ukraine ne peut pas le faire, car cela nécessite des centaines, voire des milliers de drones en une seule frappe. C'est pourquoi Ust-Luga a reçu 4 vagues, Primorsk a reçu 4 ou 5 vagues de drones à des jours différents. Pour évaluer les dégâts, on envoie une autre vague, on corrige les coordonnées, une autre cible, une autre analyse d'impact. C'est comme ça que ce processus se déroule. Il est méthodique et il doit être chirurgical. Maintenant, mes amis, voyageons vers l'extrême-orient russe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre, décembre, janvier, la Kamtchatka, une région de extrême-orient de la Russie, a reçu la quantité de neige la plus importante des 30 dernières années. Et la neige était, je ne plaisante pas, aussi haute qu'un immeuble de 5 étages. Il y avait des montagnes de neige dans la ville. Eh bien maintenant, elles fond puisque l'automne arrive, et voilà le résultat. Ils n'ont pas pu gérer la neige, c'était vraiment grave. Maintenant, ils n'arrivent pas à gérer l'eau de fonte. Le système de drainage est complètement bouché, totalement surchargé. Le fait est que tu pourrais réparer chaque ville russe, chaque route russe, chaque école et hôpital russe, chaque système de drainage. Avec la quantité d'argent que la Russie gagne en vendant du pétrole et du gaz, même maintenant, elle gagne énormément d'argent. Réparer cette infrastructure coûte peu comparé à la guerre. La guerre coûte extrêmement cher, mais Poutine choisit de faire la guerre. Au lieu de réparer cela, ils auraient pu le faire puisque ce problème existe en Russie depuis toujours, mais ils ne le font pas. C'est la réalité. Presque chaque année, les rez-de-chaussée sont tout simplement inondés. C'est comme ça. Tu ouvres la porte et tu entres dans une piscine qui est censée être une école ou un immeuble d'habitation soviétique. Je n'ai pas fini. D'ailleurs, j'ai une liste de vidéos pour toi, on va toutes les regarder. Juste pour que tu te fasses une idée de ce que c'est que de vivre en Russie, en dehors de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. Cette vidéo pourrait s'intituler « Tout en Russie, c'est de la merde sauf la pisse », qui est de la pisse. Oui, c'est la réalité dans une petite ville russe typique. Il n'y a pas du tout de système de drainage, généralement pas de route goudronnée et pas de ramassage des ordures. Donc tout se mélange dans un smoothie de merde, c'est tout ce que c'est. Voici un autre aperçu d'une petite ville, où toutes ces maisons sont habitées, des gens vivent ici. Ils ont des voitures normales juste devant chez eux, des Toyota, des Nissan, des voitures occidentales et japonaises, et les routes, les infrastructures et tout le reste. Système de drainage inexistant. Regardez ça, vous pourriez penser que c'est comme un quartier de camé aux États-Unis ou un coin de drogués. Non, c'est juste une petite ville russe moyenne, loin de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Chaque automne quand il pleut, c'est un trou à rats. Chaque printemps quand ça fond, c'est un trou à rats. C'est agréable en été quand les feuilles vertes cachent la plupart de la pisse et de la merde. Des enfants jouent ici et les barons de la drogue font leurs affaires juste à côté, sur les bancs. Youpi, maintenant allons au Pakistan. La Russie compte parmi ces rares régions musulmanes des oblasts. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et cela rejoint le même sujet. Poutine a choisi de ne pas entretenir la moindre infrastructure en Russie et de détourner tout cet argent, soit en le volant, soit en le consacrant à l'effort de guerre. Réparer cette infrastructure ou construire de nouveaux ponts et routes coûterait sans doute moins cher que mener cette guerre. Et oui, au Daghestan, chaque année, il y a des inondations. Partout en Russie, il y a des inondations, et les ponts ont leur durée de vie, comme les canalisations, comme les routes goudronnées, tout. Si tu ne les entretiens pas, ils vont se détériorer, ils vont se casser. À ce moment-là, la durée de vie de ce pont a pris fin comme ça parce qu'il n'a pas été entretenu ou même pas construit correctement. Comme c'est la Russie et qu'ils n'ont pas de normes ou ce genre de choses, ils le construisent simplement, et s'ils peuvent voler de l'argent, ils le font.
D'ailleurs, c'est aussi le Daghestan. Ce sont les inondations dont je parle. Chaque pays a des inondations. L'Amérique subit des inondations et tornades folles. L'Union européenne connaît aussi des inondations majeures causant de gros dégâts. La différence, c'est que tu peux en tenir compte lorsque tu construis tes villes et tes routes. Le Japon a toujours eu des tremblements de terre et leur façon de construire en tient compte. Ils ont construit des structures en bois il y a 1000 ans qui tiennent toujours debout, même après tous ces tremblements de terre. Et voici la Russie, qui gagne des sommes folles grâce à la vente de pétrole et de gaz. Et pourtant, elle ne parvient toujours pas à prendre en compte ces inondations lorsqu'ils construisent leurs villes ou entretiennent leurs rues. Prenons les Pays-Bas par exemple. Ils ont un énorme problème avec l'eau de mer qui s'infiltre. Ce sont les basses terres et ils ont maîtrisé cela. Ils la renvoient fin de succinctement vers l'océan. Ils gagnent même du terrain parce qu'ils ont une société démocratique efficace, une économie performante, des codes de construction et des processus bien établis. Tout fonctionne simplement. Et voici la Russie avec le même problème, trop d'eau. Et voilà ce qui arrive quand on n'a pas le niveau d'efficacité des Pays-Bas pour gérer cela. C'est juste pour montrer que nous avons tous ces problèmes. Mais les Russes nous donnent un exemple parfait de ce qui se passe quand on ne les prend pas en compte lors de la construction ou de l'entretien. Vous avez de la merde et de la pisse chaque hiver, chaque automne. Voici les héros de la SVO, Opération Militaire Spéciale. Les plus grands héros, ils ont probablement tous reçu la médaille de héros de la Russie à leur mort. La propagande russe érige ces hommes en nouveaux héros de la Seconde Guerre mondiale, créant un culte de la mort pour les Russes. Pourtant, ils n'entretiennent même pas les cimetières. Chaque région reçoit une énorme somme d'argent pour construire ces nouveaux cimetières, puisqu'il y a tellement de morts à cause de la guerre. Ils doivent les agrandir et les rendre beaux. Il faut même paver les routes dans le cimetière puisqu'il y a des milliers de tombes. Il faut avoir de belles routes là-dedans et des systèmes de drainage. En construisant le cimetière, tu ajoutes toutes ces fleurs. Et puis, quand il est temps de faire le système de drainage, tu veux un nouveau S600. Je parle de la voiture allemande, la Maybach. Et tu es le gouverneur, disons, de n'importe quelle région de Samara. Tu peux simplement prendre cet argent. Il ne t'arrivera rien. Tu peux avoir cette Maybach S600 Mercedes où tu pourrais construire un système de drainage pour les héros de la SVO. Qu'est-ce que tu ferais? Et voici le résultat. Le système de drainage ne sera pas construit. Personne ne sera responsable. Il y aura simplement de l'eau et ces gars-là en dessous, les héros, nagent juste avec les poissons en ce moment. Ils nagent. Regarde ça, regarde ces petits bateaux ici. Ouais. Et le gouverneur de la région de Samara ou du Kamtchatka, disons, qui n'a pas réparé le système de drainage, a une nouvelle Maybach S600, importée en contrebande en Russie à cause des sanctions, introduite en Russie via le Kirghizistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan ou n'importe lequel de ces pays. Il se promène avec sa nouvelle Mercedes pendant que ces gars-là nagent avec les poissons. C'est ça la Russie. Voilà mes amis, édition du mercredi. Je vous retrouve chaque lundi, mercredi et vendredi. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, devenez membre mensuel et offrez-moi un café. Ça m'aide beaucoup. Jusqu'à ma prochaine vidéo Slava Ukraini et au revoir.